Le 20 octobre 2011, dans les rues poussiéreuses de Sirte, une ville assiégée par le chaos, un homme autrefois redouté et vénéré tombait brutalement. Selon les archives, Muammar Kadhafi voit le jour en 1942 dans le désert libyen, précisément à Kasr Abu Hadi, loin de la ville de Sirte. Né dans une famille modeste de pasteurs nomades, son enfance est marquée par des privations dues au manque de moyens de ses parents. Son père, Mohamed Abdul Salam, n'est qu'un berger et sa mère, Aïcha, incarne la résilience et la force des femmes du désert. Dès son plus jeune âge, Muammar Kadhafi est fasciné par les histoires de décolonisation que son père lui raconte concernant l'histoire de l'Italie sous les lueurs des étoiles. Ces histoires enflammaient son imagination, nourrissant un désir profond de liberté et d'émancipation. Son éducation commence dans des conditions rudimentaires. L'accès à l'école étant compliqué, il est obligé de marcher chaque jour des kilomètres pour se rendre dans les rares établissements disponibles. Malgré les difficultés, il se distingue par sa vivacité d'esprit et sa détermination. Très tôt, il est porté par les idées panarabes et nationalistes de Gamal Abdel Nasser. Nasser était le leader égyptien. Alors le nasserisme est une idéologie arabe socialiste, laïque, républicaine et nationaliste panarabe. L'anti-impérialisme était particulièrement le centre du nasserisme. Nasser était l'un des principaux fondateurs du mouvement des non-alignés. En s'inspirant de lui, l'enfant du désert rêvait déjà de transformer la Libye et de lui redonner sa dignité. Mais pour cela, il devait d'abord se forger en tant qu'homme et en tant que leader. Le jeune Kadhafi s'est démarqué dès son enfance par sa curiosité intellectuelle, sa capacité à prendre des décisions contre l'ordre établi et son intérêt pour la politique et la révolution. Dès le lycée, il commence déjà à ancrer les idées qui deviendront le fondement de sa révolution. À l'université, son engagement politique se renforce déjà. Il commence à se préparer à devenir un leader politique et aussi un leader militaire. C'est cette combinaison de formation académique, d'engagement politique et d'idéalisme révolutionnaire qui vont le pousser à intégrer l'académie militaire. En 1963, Kadhafi intègre l'académie militaire de Benghazi où il fait preuve d'un charisme naturel et d'une discipline exemplaire. À seulement 27 ans, motivé par une foi inébranlable dans ses idéaux, il organise un coup d'État contre le roi Idriss Ier. Nous sommes en septembre 1969 et la Libye bascule sans effusion de sang dans une nouvelle ère. Kadhafi, jeune capitaine aux idées révolutionnaires, s'impose comme le chef incontesté du conseil de commandement de la révolution. Très rapidement, il amorce de profondes réformes. L'une de ses premières décisions est de nationaliser le pétrole libyen. Ce geste audacieux positionne le pays en tant qu'une puissance économique régionale. Pour la première fois, les revenus du pétrole ne profitent plus aux anciennes puissances coloniales, mais servent à financer des infrastructures, des écoles et des hôpitaux. L'éducation et la santé deviennent gratuites et le niveau de vie des Libyens s'améliore considérablement. Mais Kadhafi ne se contente pas de bâtir un pays, il veut révolutionner le monde arabe. En 1975, il publie le livre vert, son manifeste politique. Il y expose sa vision d'une démocratie directe où les conseils populaires remplaceraient les partis politiques. Cette idéologie mélange de socialisme, d'islam et de panafricanisme est unique en son genre. Mais si ces idées séduisent certains, elles inquiètent les autres, notamment en Occident. Au début des années 70, Muammar Kadhafi propulse la Libye au devant de la scène mondiale. Alors qu'il consolide son pouvoir, il entreprend des initiatives qui transforment radicalement le pays. Ces années représentent l'âge d'or du règne de Kadhafi. Beaucoup le perçoivent comme un bâtisseur, un visionnaire et un stratège fin. Quand Kadhafi arrive au pouvoir, la Libye, bien que riche en ressources pétrolières, reste un pays sous-développé. Le pétrole découvert en 1959 est contrôlé par des compagnies étrangères qui exploitent les ressources sans réelle redistribution des bénéfices au peuple. Dès les premières années de son régime, Kadhafi frappe un grand coup en nationalisant les industries pétrolières en 1970. Ce geste audacieux fait de la Libye l'un des pays les plus riches d'Afrique. Les revenus pétroliers explosent et Kadhafi les utilise pour financer un développement économique et politique sans précédent.
Les infrastructures fleurissent. Les routes modernes, les ponts, les écoles et les hôpitaux sont construits dans des régions qui jusque-là étaient négligées. L'éducation devient gratuite et obligatoire, ce qui fait grimper le taux d'alphabétisation de manière spectaculaire. En quelques années, la Libye passe du statut de pays pauvre à celui d'un État prospère, avec l'un des revenus par habitant les plus élevés d'Afrique. Parmi les mesures sociales phares, l'accès gratuit aux soins de santé devient un pilier de l'économie de Kadhafi. Les Libyens bénéficient de services de qualité, souvent supérieurs à ceux des pays voisins. Une anecdote souvent rapportée est que les patients des pays voisins traversaient la frontière pour venir se faire soigner en Libye, attirés par les hôpitaux modernes et des soins subventionnés par l'État. L'une des réalisations les plus spectaculaires de Kadhafi est le grand fleuve artificiel, plus connu sous l'expression de Great Man-Made River, un projet titanesque qui symbolise sa vision d'un développement durable. Ce réseau colossal d'aqueducs souterrains, inauguré en 1984, a pour objectif de transporter l'eau des nappes phréatiques profondes du désert vers les villes côtières. La Libye, pays aride avec peu de ressources en eau douce, dépendait auparavant de l'importation ou de ressources locales limitées. Kadhafi décide de relever ce défi en exploitant l'une des plus grandes réserves souterraines d'eau fossile au monde, située sous le désert libyen. Le projet mobilise des milliers d'ingénieurs, coûte des milliards de dollars et s'étend sur des décennies. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 4000 km de conduites gigantesques transportent des millions de mètres cubes d'eau chaque jour, alimentant les besoins domestiques et agricoles des Libyens. Le projet est surnommé la 8e merveille du monde. Lors de l'inauguration, Kadhafi déclare avec fierté: « C'est le plus grand défi que le peuple libyen ait relevé et c'est un défi que nous avons gagné. » Le fleuve artificiel est non seulement un exploit technique, mais aussi un symbole de volonté de Kadhafi de rendre la Libye autosuffisante. Pour le peuple, c'est une preuve concrète de son engagement à améliorer leur quotidien. Si les gloires de Kadhafi sont palpables en Libye, elles prennent des dimensions continentales arrivées à un moment donné de son règne. Kadhafi, fervent nationaliste arabe dans les premières années de son règne, se tourne peu à peu vers l'Afrique. Il se proclame défenseur du panafricanisme, un mouvement prônant l'unité et l'indépendance des nations africaines. Dans les années 1990, alors que la Libye est mise au banc de la communauté internationale en raison des accusations liées à l'attentat de Lockerbie, Kadhafi trouve dans l'Afrique un nouveau terrain d'expression. Il milite activement pour la création d'une Union africaine, qu'il considère comme une réponse aux ingérences des puissances occidentales. En 2001, son rêve se concrétise avec la fondation officielle de l'Union africaine. Kadhafi propose des idées ambitieuses pour renforcer l'unité du continent. En première position, une monnaie commune basée sur l'or pour se détacher de la dépendance vis-à-vis des monnaies occidentales. En deuxième position, un passeport commun pour faciliter la libre circulation intracontinentale. Et pour finir, il propose de créer une armée commune entre tous les pays africains pour se défendre contre les invasions potentielles des pays étrangers. En tant que leader panafricain, Kadhafi finance généreusement des projets de développement dans de nombreux pays. Il soutient des infrastructures, offre des bourses d'études à des étudiants africains pour venir étudier en Libye et parraine des initiatives de paix. À travers ses actions, il gagne l'admiration de nombreux chefs d'État africains et devient une figure représentée dans plusieurs régions du continent. Il voit dans le futur des États-Unis africains. La cause de l'unité arabe est pour lui perdue, reste l'Afrique à portée de main. Nous sommes d'accord, mais nous ne pouvons pas réaliser les États-Unis d'Afrique s'il y a encore des foyers de tension en Afrique. On ne peut pas dire que l'Afrique sera comme les États-Unis d'Amérique, donc les États-Unis d'Afrique. Mais c'est un rêve, c'est un monde. Pourquoi pas? L'heure de gloire du colonel Kadhafi en habit d'opérette, une gigantesque parade militaire panafricaine en présence des chefs d'État. Seul invité d'honneur non africain, Yasser Arafat, signe apparent d'ouverture en direction de Washington. Aux commandes de cette superproduction, Kadhafi toujours, il a réussi à faire défiler ensemble les détachements du Rwanda et du Congo de Kabila, les ennemis jurés. 5 heures de démonstration de force, 25 000 soldats, des centaines de blindés, de missiles, des chasseurs bombardiers, dans le hurlement des haut-parleurs qui criaient « Nous mettons nos forces au service de l'Afrique ».
Muammar Kadhafi a marqué l'histoire des télécommunications en Afrique grâce à ses visions révolutionnaires qui ont transformé le quotidien des millions de personnes. L'un des projets les plus emblématiques de son mandat est le lancement du satellite RASCOM-CAF-1, une réalisation clé qui a permis de rendre la télécommunication plus accessible et abordable pour l'ensemble du continent africain. Avant le lancement du satellite africain, les télécommunications étaient extrêmement coûteuses pour les Africains. Les appels internationaux entre les pays africains étaient souvent acheminés via l'Europe ou les États-Unis, ce qui engendrait des coûts exorbitants. Par exemple, un appel entre deux pays voisins en Afrique pouvait coûter jusqu'à 4 $ par minute, soit 2484 francs, ce qui est beaucoup plus que ce que de nombreux citoyens pouvaient se permettre. Ces coûts élevés freinaient le développement économique et social et rendaient l'accès à l'information difficile pour une large partie de la population. En 2007, sous l'impulsion de Kadhafi, la Libye a financé une grande partie du projet de satellite africain RASCOM-CAF-1. Kadhafi a mobilisé la Libye pour contribuer à plus de 300 millions de dollars au financement du satellite. Ce montant représente une grande part dans le financement nécessaire pour ce projet. Il a également encouragé la participation de d'autres pays africains, même si la Libye allait assumer la plus grande partie des coûts initiaux. Son objectif, rendre la télécommunication accessible à tous les Africains en éliminant la dépendance envers les satellites occidentaux, réduire drastiquement les coûts d'appels internationaux et des services Internet en Afrique, promouvoir l'indépendance technologique pour le continent. Et les résultats ne se font pas prier. Par exemple, un appel qui coûtait 4 $ par minute pouvait désormais être facturé à 20 centimes, c'est-à-dire nous sommes passés de 2484 francs CFA à 124 francs la minute. Autre exemple pratique. Avant le lancement du RASCOM-CAF-1, de nombreuses zones rurales au Mali n'avaient pas accès aux services de téléphonie mobile en raison de coûts élevés et de l'absence d'infrastructures. Après l'entrée en service du satellite, le Mali a pu développer des réseaux de téléphonie mobile abordables dans des zones rurales vraiment reculées, ce qui a pu baisser l'exode rural et améliorer la communication entre les agriculteurs, les marchés et les familles. Kadhafi se présente comme un protecteur de la culture libyenne et arabe. Sous son règne, la Libye connaît une renaissance culturelle. Des festivals sont organisés pour promouvoir la tradition locale, les arts et la musique. Il finance également la restauration de monuments historiques et veille à préserver l'identité islamique de la Libye. À cela s'ajoute son effort pour redistribuer les richesses pétrolières à travers des programmes sociaux. En Libye, il était courant qu'un couple nouvellement marié reçoive une aide financière de l'État pour acheter une maison. L'accès à l'électricité et à l'eau gratuit dans plusieurs régions devient un privilège rare dans le monde arabe. En termes de chiffres, ça donne ça. 20 000 $ étaient octroyés à chaque couple nouvellement marié pour aider à acheter une maison et démarrer une vie commune. L'électricité et l'eau étaient gratuites pour plus de 80% des ménages libyens, une exception dans le monde arabe et dans le monde entier en général. Le gouvernement offrait des subventions aux étudiants libyens. Ceux qui poursuivaient les études à l'étranger recevaient des bourses mensuelles qui pouvaient atteindre 2300 $, en plus des frais de scolarité et des logements pris en charge. Dès les années 1970 et 1980, Kadhafi jouit d'une aura internationale incontestable. Il se pose comme un leader du tiers-monde, un homme capable de défier les grandes puissances. Il accueille des leaders de mouvements de libération comme Nelson Mandela et Yasser Arafat. Il critique ouvertement les systèmes impérialistes et coloniaux, ce qui lui vaut l'admiration de nombreux peuples opprimés. On peut citer par exemple l'ancienne Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, et son iconique président Thomas Sankara, qui citait Kadhafi comme exemple en disant « Les impérialistes n'aiment pas Kadhafi pour son discours, mais ils aiment quand même son pétrole. » Et si nous nous ingérions dans les affaires de la Corse, de la Sardaigne ou d'autres zones d'Europe, a demandé Kadhafi. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas intervenus dans le nord de l'Italie en faveur de la création d'un État de Padanie comme le voulait Umberto Bossi? Parce que c'est illégal. Ces personnes qui portent les armes à Benghazi sont liées à Al-Qaïda. Elles n'ont aucune revendication politique ou économique, a ajouté le dirigeant. Kadhafi a également annoncé que l'Union africaine allait envoyer une commission d'enquête pour confirmer, selon lui, que ce qui est publié sur la Libye à l'étranger est mensonger à 100%.
Les années de gloire de Kadhafi sont incontestablement marquées par des réalisations impressionnantes qui ont changé le visage de la Libye et qui ont influencé l'Afrique. Il a transformé un pays désertique où les gens n'arrivaient pas à accéder à l'eau potable dans de nombreuses régions, à bénéficier de soins de santé modernes, à recevoir une éducation de qualité ou à profiter d'infrastructures de base comme des routes et des logements décents, en une puissance régionale qui nourrit des rêves d'unité africaine. Cependant, son ambition et son rôle sur la scène internationale l'ont également placé dans des positions délicates, suscitant admiration et critique. Mais pour beaucoup, ces années resteront comme le sommet de sa carrière, une époque où Kadhafi, à sa manière, a incarné le rêve d'émancipation pour son peuple et pour l'Afrique. Mais des accusations comme celle de soutien présumé à des groupes armés ont contribué à ternir la réputation du colonel. Par exemple, il est accusé d'avoir soutenu ceux impliqués dans l'attentat de Lockerbie le 21 décembre 1988. C'était un attentat contre le vol 103 de la Paname qui a fait plus de 270 morts. Malgré tout, pour beaucoup d'Africains, Kadhafi reste un héros. Il est l'un des principaux architectes de l'Union africaine et sa vision des États-Unis d'Afrique résonne encore chez plusieurs leaders africains. L'année 2011 marque un tournant décisif inspiré par les révolutions du printemps arabe. Pour rappel, le printemps arabe désigne une série de mouvements de contestation populaire qui ont éclaté à partir des années 2010 dans plusieurs pays du monde arabe, notamment en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie et au Yémen. Ces révoltes motivées par des revendications politiques, économiques et sociales dénonçaient la corruption, le chômage, les inégalités et les régimes autoritaires en place. Si elles ont conduit à la chute de plusieurs dirigeants, comme Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, le pire est que la légende Mohamed Kadhafi n'a pas su y échapper. La Libye sombre dans le chaos. Des manifestations éclatent à Benghazi et se propagent à travers le pays. Le régime qui semblait inébranlable vacille. Kadhafi, fidèle à son tempérament, refuse de céder et s'engage dans une répression violente contre les manifestants qu'il considère comme étant des rebelles. Mais l'intervention militaire de l'OTAN change la donne. Sous couvert de protéger les civils, des puissances occidentales lancent une campagne de bombardement ciblé. Après des mois de combat, le 20 octobre 2011, Kadhafi est capturé à Sirte, sa ville natale. Les images de sa capture sont choquantes. Traîné, battu, humilié, il est finalement exécuté sommairement par des rebelles. Sa mort brutale et indigne suscite des réactions contrastées à travers le monde. Pour certains, c'est la fin d'un tyran. Pour d'autres, c'est l'assassinat d'un leader africain par les puissances étrangères. On pourrait se poser la question, pourquoi l'intervention de l'OTAN? Qu'est-ce qu'elle avait à gagner? La raison officielle est que l'intervention de l'OTAN a été lancée sous la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant l'usage de la force pour protéger les civils menacés par les forces de Kadhafi. Ce dernier avait promis de réprimer violemment les manifestations dans les villes comme Benghazi, ce qui a poussé la communauté internationale à agir. Mais en somme entre nous, laissez-moi vous faire un petit rappel. N'oubliez pas que la Libye possède l'un des plus grands gisements de pétrole jamais enregistrés en Afrique et surtout avec une très haute qualité de pétrole. On peut aussi rappeler que Kadhafi prônait une politique panafricaniste qui demandait le retrait des forces occidentales du territoire africain. Sans oublier Nicolas Sarkozy dans l'équation. Le président Sarkozy avait quelque chose à prouver à cette époque parce qu'il a été accusé d'être financé par Kadhafi lors de son élection en 2007. Une accusation qu'il a toujours démentie. Donc, certains perçoivent sa véhémence dans l'intervention en Libye comme un moyen pour lui de laver son honneur. Tout ça mis ensemble, vous pensez vraiment que c'est pour une histoire de défense de citoyens libyens ou il y a des intérêts pas trop...
Aujourd'hui, la Libye post-Kadhafi est plongée dans le chaos. Les espoirs de démocratie sont tombés à l'eau face à une guerre civile qui est interminable et marquée par des ingérences étrangères. Certains Libyens regrettent l'époque de Kadhafi où, malgré les injustices, le pays jouissait d'une certaine stabilité. L'absence d'un gouvernement central fort conduit à une fragmentation politique, malgré les rivalités entre les deux autorités principales. Le gouvernement d'accord national à Tripoli et le gouvernement soutenu par le califat Haftar al-Tobruk. Cette division a laissé une prolifération des milices armées et des groupes extrémistes, transformant la Libye en un terrain fertile pour l'insécurité. La Libye est devenue un point de transit majeur pour les migrants subsahariens, où exploitation, esclavage moderne et trafic d'organes sont monnaie courante. Le pays a également une plaque tournante pour les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, alimentant un réseau criminel et terroriste. Ces activités illégales financent des groupes armés locaux et des organisations terroristes opérant dans le Sahel, renforçant l'instabilité de la région. L'effondrement de l'État libyen a aggravé la crise sécuritaire de 3 pays du Sahel, principalement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, favorisant la prolifération d'armes et de combattants dans la région. Les liens entre les trafics transnationaux et les groupes terroristes tels que AQMI et l'État islamique au Grand Sahara ont amplifié la migration forcée et les conflits. Malgré les efforts internationaux pour stabiliser le pays, la Libye reste embourbée dans une spirale de violence et de division, impactant non seulement sa population, mais aussi l'ensemble de la région sahélo-saharienne. La vie de Mouammar Kadhafi est comme une œuvre d'art, à la fois fascinante et tragique. Il était un homme de paradoxes, capable de bâtir des merveilles tout en suscitant des controverses. Si son règne a pris fin dans le sang, son héritage lui continue toujours à hanter la Libye et à diviser le monde. Et vous, que pensez-vous de cet homme? Dites-moi tout ça en commentaire. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos.